Bonjour et merci de venir ce matin. Donc Jamel Mazy en parlait. La canicule, c'est bien évidemment l'actualité qui nous occupe depuis plusieurs jours. Et avec une question aujourd'hui sur l'hôpital. Le préfet de police de Paris a évoqué hier une saturation des hôpitaux parisiens. Ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas retenu les leçons de dernier épisode historique qui est celui de 2003 ? Je crois que malheureusement, effectivement, il y a des leçons que nous n'avons pas su retenir. Effectivement, on a tous en tête la vague de décès de 2003 en raison de ce qui était une des premières grosses canicules que nous avons subies. Ça fait des années que l'on dit qu'il faut effectivement avoir de la prévention, puisqu'on sait qu'il va faire de plus en plus chaud. C'est-à-dire arrêter, par exemple, de bétonner, qu'il faut végétaliser, qu'il faut faire des îlots de fraîcheur, qu'il faut aussi repenser l'architecture de nos bâtiments, qu'il faut aussi travailler à être en capacité de répondre à ces épisodes. Force est de constater que nous avons du retard sur ces questions et qu'il faut absolument ne pas réagir, mais bien évidemment planifier et faire en sorte d'être prêt pour ces épisodes de canicule qui vont être de plus en plus fréquents. Alors, sans faire de catastrophisme, la situation actuelle, on parlera bien évidemment après des solutions que vous préconisez, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter lorsque, au bout d'une semaine, les hôpitaux parisiens sont saturés ? Ça veut dire qu'on peut s'inquiéter d'un bilan de mortalité qui déjà est en train de grimper, un bilan qui pourrait s'avérer très très important dans les jours qui viennent. Il ne faut pas faire de catastrophisme, mais ça veut dire qu'il faut accentuer toutes les mesures qui permettent de prévenir les malaises, qu'il faut justement rester en contact des personnes les plus fragiles et notamment les personnes les plus âgées, qu'il faut effectivement faire en sorte que dans les bâtiments qui sont des véritables passoires thermiques, on puisse atténuer les effets de la chaleur. C'est pour ça que la végétalisation, le fait d'être en capacité aussi d'avoir une architecture pensée, comme par exemple à Montpellier, où vous avez des bâtiments qui, dès leur conception, sont pensés par des architectes qui vont jouer avec le vent, faire des courbes justement pour que le vent circule et que vous ne soyez pas totalement, assommé par la chaleur. Tout ça, c'est important et ça fait partie des préconisations que nous faisons, c'est qu'il faut penser la ville, non seulement justement pour le bâti, mais replanter des arbres, faire des îlots de fraîcheur, avoir du vent qui circule, même à l'intérieur de vos bâtiments. Et c'est pour ça que la rénovation thermique, pour justement travailler sur ces sujets, est extrêmement importante et relève de choix politiques majeurs. On va en parler, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, l'hôpital, pendant toutes ces années, reste le parent pauvre des investissements des différents gouvernements qui se sont succédés ? On est donc le plan Orsan 3. Orsan, ça veut dire Organisation de la réponse sanitaire. Ça veut dire qu'on a déjà... on est déjà en train de reporter des opérations, que ça va pour libérer des lits, etc. etc. Ça nous rappelle tristement l'histoire de 2003 et d'un hôpital qui se plaint souvent du manque de moyens. On en est encore là. Nous payons les conséquences, effectivement, du manque de moyens de l'hôpital public et des services publics en général. C'est ce que nous dénoncions déjà il y a très longtemps, mais encore plus ces dernières années. Si vous ne donnez pas les moyens à l'hôpital de fonctionner avec effectivement la possibilité d'avoir des aménagements pour pouvoir accueillir correctement les patients, eh bien, forcément, vous le remarquez forcément d'autant plus au moment où vous avez des problèmes de canicule et de la fragilité des plus vulnérables, que ce soit les personnes âgées, mais aussi nos enfants ou les gens qui ont des pathologies de longue durée. Alors, la une de Libération ce matin, c'était canicule, la France qui craque. On voit bien que cette canicule pose un certain nombre de problèmes de fonctionnement. Les transports, on a dans quelques heures des collégiens qui vont plancher sur le brevet, l'épreuve de français, dans des salles qui sont peut-être pour certaines surchauffées. On a des problèmes avec les centrales, certains réacteurs de centrales, des problèmes d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire bien sûr que cette canicule-là était difficile à prévoir dans son intensité. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas prévoir. Évidemment. Jacques Chirac, la maison brûle, on regarde ailleurs, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier. Le problème, c'est que nous n'avons pas anticipé. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des nouveaux bâtiments qui n'ont pas été
penser... Il y avait l'accord de Paris, qui était une victoire de François Hollande, Exactement. par exemple. Mais depuis, tout s'arrête. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des conventions citoyennes, par exemple, qui ont été menées. Qu'avons-nous fait des préconisations de cette grande convention citoyenne pour le climat, avec des propositions concrètes? Eh bien, ça a été jeté à la poubelle pour la majeure partie d'entre elles. Et c'est bien ça qui est dommageable, c'est que nous le savons depuis très longtemps et nous ne prenons pas des mesures à la hauteur des événements. Quand vous réduisez le fonds vert, oui. c'est aussi ne pas anticiper et vous mettre dans ce type de situation. Alors, créé par Emmanuel Macron, qui disait hier dans sa rencontre franco-italienne avec Giorgia Meloni, en marge dans la conférence de presse, il dit qu'il fait valoir son gros travail d'adaptation qui a été fait dans la lutte contre le réchauffement climatique sous ses 2 mandats, en martelant que la canicule actuelle était totalement inédite. C'est pas le bilan que vous faites des 2 quinquennats Macron, Absolument j'imagine. pas. Et puis c'est surtout que je rappelle qu'ils ont été condamnés pour inaction climatique. Donc en fait, on ne peut pas d'un côté... Il y a les grandes déclarations sous Emmanuel Macron et puis il y a les actes concrets. Il faudrait des dizaines de milliards aujourd'hui, Bien sûr. vous, pour rénover, Alors, il y a les collectivités locales, le fonds vert, c'était fait pour ça. Il y en a qui parlent de 60 milliards sur plusieurs années, ne serait-ce que pour les logements, pour les écoles, pour les hôpitaux. Il faudrait que déjà nos services... Les caisses sont vides parce qu'on ne va pas chercher les fonds là où ils sont. C'est-à-dire que si vous mettez une taxe climatique, ça fait partie des propositions que nous avions, c'est-à-dire taxer les plus riches pour qu'ils contribuent justement taxer les plus riches, le patrimoine, pour le climat. Pour le climat. Fléché vers le climat. Fléché vers le climat. Et donc, du coup, vous faites de la rénovation des passoires thermiques de celles et ceux qui sont les plus modestes et qui subissent de plein fouet, qui sont les premières victimes, justement, du réchauffement climatique. Et ça fait partie des mesures d'égalité et de justice sociale que nous préconisons. Alors, vous me faites la transition, puisque ce sera sans doute un sujet de la campagne présidentielle, ce réchauffement climatique, ce dérèglement climatique, et comment lutter et prévenir. Les militants socialistes ont voté dans la soirée d'hier pour le projet. Alors, on n'a pas les résultats officiels, vous les avez? Non, pas encore, parce que pas vous de savez... Vous exagérez, franchement. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je vous invite, vous ne me donnez pas les résultats. Vous savez, je pense qu'il n'y aura pas de suspense et que le projet qui a été, travaillé, validé par les militants, puisqu'il y a eu toute une phase d'amendement. Et par les 3 courants, et Dieu sait que c'est important au PS. Sous la houlette de Chloé Ridel et effectivement... Députée européenne qui a proche été... du premier secrétaire. Oui, et puis c'est surtout celle qui a beaucoup travaillé sur ces propositions, mais avec l'ensemble des courants du Parti socialiste. Et on les remercie pour ça. Je crois que c'est un moment de validation, parce que nous sommes un parti démocratique et nous voulons que, justement, celles et ceux qui ont réfléchi au projet, qui l'ont amendé, puissent le valider dans la dernière version qui leur a été adressée. Donc, il le sera. Et puis, comme nous sommes un vieux parti, il y a encore plein d'endroits où nous avons voté à l'urne, où nous avons expérimenté le vote tout électronique. Un vote mixte, voilà. Mais la nouveauté, c'était le vote électronique. Exactement. Donc, il n'y aura pas de surprise, mais pour autant, vous aurez un projet, donc officiellement, quand on aura les résultats. Mais vous n'avez pas de candidat. Comment ça va se passer? Il y a un débat mardi au sein du Conseil national, le Parlement du parti, qui devrait établir la question qui sera posée aux militants. On parle d'une double primaire. On en est où? On sait que le premier secrétaire veut quand même une primaire avec les autres partenaires, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Boris Vallaud. Alors, qu'est-ce qui va être posé comme question aux militants mardi prochain? Eh bien, c'est justement ce que nous allons déterminer ensemble. Vous aimeriez quoi poser comme question? Moi, ce que je voudrais, c'est surtout qu'on puisse donner à nos militants la possibilité de choisir quelle est la stratégie du Parti socialiste. Alors, c'est quoi une stratégie? Un vote interne avant une primaire? Un seul vote interne avec un candidat socialiste qui essaierait de fédérer? C'est ça les options. Entre Olivier Faure et Boris Vallaud, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose, mais vous savez, ce qui est intéressant au Parti socialiste, c'est que tout le monde peut s'exprimer et qu'à la fin, ce sont les militants qui trancheront. Oui, mais là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de no man's land stratégique. Pas du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes dans un parti démocratique, vous laissez la possibilité à chacun des courants, justement, d'exprimer ce que lui souhaite pour le parti. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que ce sont les militantes et les militants qui trancheront. Et c'est la raison pour laquelle il faudra bien une majorité pour définir la question qui sera posée aux militants. Le premier secrétaire n'a plus de majorité interne. Vous êtes l'une des porte-paroles d'un parti qui n'a pas de réelle majorité, comme à l'Assemblée nationale, tiens. Eh bien, justement, ça veut dire qu'il va falloir construire des compromis, être en capacité de construire un consensus. Et je crois qu'Olivier Faure a prouvé qu'il était capable de le faire. Et moi, je crois que ce qui compte, bien plus que de savoir si on a une majorité ou pas, c'est de savoir si, effectivement, on est en capacité, nous, socialistes, de désigner un candidat et de dire
ce candidat va nous représenter au sein de l'Union de la gauche et des écologistes. C'est de cela dont nous avons besoin pour être une véritable alternative à la montée de l'extrême droite et surtout face à un centre qui n'est plus en capacité de répondre aux attentes des Françaises et des Français. Et moi, je crois que c'est ce qu'on attend du Parti socialiste. Et ses partenaires de la gauche et des écologistes nous regardent. Et c'est pour ça que je suis sûre que nous serons à la hauteur et qu'on sera en capacité de répondre à ça. On va suivre tout ça avec intérêt parce que ça a encore besoin de beaucoup de clarifications. Et on verra s'il y a un candidat d'ici les prochains mois et quel sera ce candidat ou cette candidate. Mais je suis sûre que nous y arriverons. Et une pensée pour tous les collégiens ce matin, et notamment ma fille qui va plancher sur le français ce matin. Bon brevet alors. Et merci d'être venu sur le plateau de France Info. Merci à vous.